suis très heureux d'être ici avec vous ce matin pour discuter de ce que pourrait ressembler le traitement de la sclérose en plaques dans les 5 à 10 prochaines années. Je vais parler surtout de la neuroprotection et de la remyélinisation, mais aussi un peu de la prévention de la maladie et de la prévention des poussées. La meilleure façon d'éliminer la sclérose en plaques, c'est de la prévenir. Mais la prévention de la maladie sous-entend que les causes de la sclérose en plaques sont connues. On sait que les facteurs environnementaux sont plus importants que les facteurs génétiques pour développer la maladie. Et les deux causes principales identifiées jusqu'ici semblent être le virus Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose infectieuse et d'autres infections, et la déficience en vitamine D à l'enfance. Il y en a sûrement d'autres que Dr. Wolfson et d'autres chercheurs vont sûrement identifier dans les années à venir. Sur le plan génétique, il y a eu au moins une dizaine d'études de balayage du génome humain chez des milliers de personnes avec la sclérose en plaques. Et il y a plus de 100 variantes génétiques qui sont associées à la sclérose en plaques. Mais association ne veut pas dire causalité. Dans les prochaines années, rien n'empêche qu'on s'attend à ce que certains de ces gènes-là soient identifiés, et ce qui pourrait peut-être permettre d'identifier de nouveaux médicaments et de nouvelles façons de prévenir la maladie. Un mot sur le virus Epstein-Barr. C'est un virus qui a tendance à dérégler le système immunitaire. Et en plus de favoriser la sclérose en plaques, le virus cause 200 000 cas de cancer annuellement en Amérique du Nord. Donc, c'est un problème de santé publique considérable. Et il y a plusieurs groupes qui tentent actuellement de trouver un vaccin contre ce virus. Est-ce que ça va diminuer la fréquence de la sclérose en plaques? Peut-être. De combien? On ne le sait pas. Alors, les défis futurs pour prévenir la maladie sont d'identifier et d'éliminer les causes environnementales de la sclérose en plaques, de comprendre les facteurs génétiques et tenter de les moduler ou de les modifier. Passons maintenant à la prévention des poussées. Les facteurs déclencheurs ou protecteurs des poussées sont mal connus. Mais de saines habitudes de vie, qui sont essentielles à la santé générale et une meilleure qualité de vie, influencent peu la fréquence des poussées et la sévérité des poussées. La prévention médicamenteuse des poussées, comme Yves a mentionné, a été démontrée efficace depuis 1993. À ce moment-là, il n'y en avait seulement qu'un, le bêta-séron, qui est utilisé encore aujourd'hui. Et maintenant, on dispose de 9 médicaments pour diminuer les poussées de sclérose en plaques. L'efficacité de ces médicaments-là est passée de 30 à 35 en 1994 à 70-90 dans des situations cliniques de vie réelle pour certains de nos médicaments aujourd'hui. Par contre, on ne sait pas pourquoi certaines personnes répondent mieux à un médicament plutôt qu'à un autre. Évidemment, on aurait avantage à le savoir avant de débuter un traitement. L'efficacité des médicaments pour prévenir les nouvelles plaques est encore plus impressionnante. Environ 70 en 1994 et 90-95 aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux pour les poussées? Oui, on peut faire mieux, pas juste pour l'efficacité, mais aussi pour réduire les effets indésirables. Alors, quels seront les prochains médicaments pour prévenir les poussées? Probablement les anticorps anti-CD20 ou les anticorps anti-lymphocytes B. Les lymphocytes sont un sous-groupe de globules blancs qui composent une partie importante de notre système immunitaire. Il y a deux sortes de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors, les anticorps anti-CD20 neutralisent spécifiquement ou sélectivement les lymphocytes B, ce qui empêche l'activation des lymphocytes T agresseurs contre la myéline. Il y a deux anti-CD20 qui sont actuellement à l'étude, avec des noms très faciles
à retenir. Le ocrelizumab, donné par voie intraveineuse aux 6 mois, et le ofatumumab intraveineux ou subcutané aux 4 à 12 semaines. L'ocrelizumab intervenu aux 6 mois a été démontré très efficace dans l'étude de phase 2, avec une réduction des nouvelles lésions à la résonance magnétique de 99 %. C'est un médicament qui semble très bien toléré et peu toxique. Les effets, par contre, de supprimer les lymphocytes B à long terme sont incertains. Est-ce qu'il pourrait y avoir l'apparition à un moment donné d'infection? Jusqu'à maintenant, ça semble plutôt mineur comme effet, mais on n'a pas la réponse pour le long terme. La phase 3 est en cours. En fait, elle est presque terminée et on devrait avoir les résultats dans moins d'1 an. Le ofatumumab intraveineux ou subcutané semble presque aussi, ou peut-être même aussi efficace que l'ocrelizumab. Dans l'étude de phase 2, il réduisait les nouvelles lésions à la résonance de plus de 90 %. Semble aussi très bien toléré et peu toxique, mais les fonctions de lymphocyte B sont relativement préservées, ce qui pourrait constituer un avantage par rapport à l'ocrelizumab. Le programme de développement n'est pas aussi avancé que l'ocrelizumab et la phase 3 doit commencer bientôt. Donc, on devrait avoir des résultats seulement dans 2 ou 3 ans. Un autre anticorps monoclonal qui devrait être approuvé bientôt est le daclizumab, qui est un anticorps anti-CD25. Les anticorps anti-CD25 bloquent ou se lient à un récepteur sur les lymphocytes T agressifs qu'on appelle le IL-2 ou l'interleukine 2. Le fait de bloquer ce récepteur inhibe l'activation des lymphocytes T et empêche la prolifération des lymphocytes T pathogènes ou agressifs. Le daclizumab se donne par injection très pratique, par voie subcutanée, une seule fois par mois. Son efficacité est relativement importante, étant 45 % plus efficace que l'Avonex pour réduire les poussées. Il y a peu d'effets indésirables, mais il faut surveiller des réactions hépatiques, comme un grand nombre de médicaments, et aussi des réactions cutanées qui sont à surveiller. Alors, les défis futurs pour prévenir les poussées sont d'atteindre ou de viser 100 % de suppression des poussées sans effet indésirable majeur et d'individualiser le traitement selon le type d'inflammation. Le type d'inflammation varie d'une personne à l'autre et peut-être qu'on pourrait les identifier selon des marqueurs biologiques, soit dans le liquide céphalorachidien ou au niveau sanguin, et peut-être aussi avec des marqueurs radiologiques. Et on peut peut-être aussi éventuellement individualiser le traitement selon la génomique. La pharmacogénomique, c'est la science d'identifier les répondeurs et non-répondeurs à certains traitements. Et puis on peut peut-être aussi identifier des sujets qui seraient à risque d'une certaine toxicité avec un certain médicament. Donc, c'est de trouver quel médicament convient bien à telle personne plutôt qu'à une autre personne. Alors, parlons maintenant de la neuroprotection et de la remyélinisation. On sait que la sclérose en plaques peut progresser même en l'absence de poussée, particulièrement dans la forme primaire progressive et dans la phase secondaire progressive. La forme primaire progressive et la phase secondaire progressive ne sont pas toujours progressives. Il peut y avoir des plateaux de plusieurs années. Et quand les plateaux sont très longs, il peut même y avoir un peu d'amélioration. Mais à la longue, la maladie finit par progresser chez la majorité des gens. Alors, c'est bien beau d'éliminer les poussées, presque à 100 % maintenant, mais clairement, il faut protéger le cerveau, puis il faut être capable de le réparer.
Et l'idée de protéger et de remyéliniser le cerveau dans la sclérose en plaques, ce n'est pas du tout nouveau. En 1977, un dénommé Blake Moore a transplanté des cellules de Schwann. Les cellules de Schwann, ce sont des cellules qui forment la myéline dans le système nerveux périphérique, dans un modèle animal démyélinisé. Alors, il a injecté ces cellules-là directement dans les zones qui étaient démyélinisées chez l'animal. Okay? Il a démontré que les fibres nerveuses étaient partiellement remyélinisées suite à l'injection de ces cellules. Alors, cette étude qu'on peut qualifier de pionnière a fortement stimulé l'imaginaire scientifique pour le traitement futur de la sclérose en plaques. Mais, bien entendu, chez l'humain, on ne peut pas faire des dizaines de trous dans le crâne et dans le cerveau pour aller injecter les oligodendrocytes, qui sont les cellules qui forment la myéline dans le cerveau, dans les plaques qu'on voit ici en blanc. Évidemment, ce serait beaucoup trop dangereux. Et de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. En effet, le concept d'injecter des précurseurs d'oligodendrocytes directement dans les lésions n'est plus un concept valide aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, la myéline est atteinte aussi dans le cerveau d'apparence normale et non seulement dans les lésions qui sont visibles à la résonance magnétique. Deuxièmement, il y a déjà une grande quantité de cellules souches et de précurseurs d'oligodendrocytes dans le cerveau. On estime que 5 à 8 des cellules du cerveau sont composées de cellules souches. Donc, il y a des dizaines de millions de cellules souches dans le cerveau humain. Le problème dans la sclérose en plaques, c'est qu'elles ne font pas correctement leur travail, mais elles sont là. Alors, voici une photographie de l'intérieur d'une plaque. En rouge, c'est la myéline. Donc, vous voyez une fibre qui alterne en vert et en rouge. C'est une fibre fibre nerveuse qui est partiellement démyélinisée. Et en haut, vous voyez une espèce de bouton vert. Ça, c'est une fibre nerveuse qui est sectionnée et qui tente de régénérer et qui est incapable. Donc, les défis en sclérose en plaques, de plus en plus, c'est de protéger les fibres nerveuses et de les aider à régénérer pour éviter cette situation qu'on voit là. Donc, encore une fois, à l'intérieur d'une plaque, on voit une coloration en bleu. Ce sont des précurseurs de oligodendrocytes. Il y en a beaucoup, beaucoup. On les voit très, très bien. C'est juste qu'ils ne font pas correctement leur travail. OK. Alors, revenons sur le sujet de la thérapie par cellules souches, qu'on appelle la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire consiste à injecter des cellules souches ou à stimuler des cellules souches endogènes, qui sont déjà là, dans le but de préserver ou de restaurer la fonction de l'organe ou du tissu. Pour le moment, la thérapie cellulaire est approuvée seulement pour certains types de lymphomes, de leucémie et pour de rares maladies héréditaires. Les cellules souches ne sont pas approuvées pour le traitement de la sclérose en plaques parce qu'il n'y a pas encore de preuve d'efficacité. Il y a différents types de cellules souches qui pourraient être efficaces pour réparer le système nerveux dans la sclérose en plaques. Les cellules souches adultes proviennent de différents organes du corps humain. La moelle osseuse est particulièrement riche en cellules souches, des cellules souches hématopoïétiques, qui sont des cellules précurseurs de notre système immunitaire, et des cellules souches mésenchymateuses, qui sont des cellules stromales, des cellules de support, dont le rôle est d'aider les organes à se régénérer. Les cellules souches embryonnaires sont des cellules souches totipotentes, ça veut dire toutes puissantes. Elles peuvent produire presque tout type de cellules, dont des oligodendrocytes pour produire la myéline et des neurones. Les cellules souches du cordon ombilical contiennent des cellules souches hématopoïétiques, comme la moelle osseuse. Les cellules souches pluripotentielles induites proviennent de cellules souches adultes qui ont été modifiées génétiquement pour produire des cellules spécialisées comme des neurones ou
des oligodendrocytes. Il y a 3 mécanismes par lesquels les cellules souches pourraient être efficaces dans la sclérose en plaques. Premièrement, par modification du système immunitaire en utilisant des cellules souches hématopoïétiques qui proviennent soit de la moelle osseuse ou du cordon ombilical. Le deuxième mécanisme, c'est la différenciation de cellules souches embryonnaires ou induites en oligodendrocytes et en neurones. Puis le troisième mécanisme, c'est la stimulation de la régénération de la myéline et des neurones par des cellules souches mésenchymateuses. Alors, je vais en parler un peu plus en détail. Regardons premièrement la modification du système immunitaire par des cellules souches hématopoïétiques. On parle ici de greffe de moelle osseuse. La greffe de moelle osseuse implique un prélèvement de moelle osseuse suivi de la destruction du système immunitaire de la personne avec une forte chimiothérapie. Et ensuite, l'injection des cellules souches qui avaient été prélevées initialement. C'est un traitement qui a été testé des dizaines de fois dans la sclérose en plaques. Et l'étude la plus connue est celle de Mark Friedman à Ottawa. Et ce type de traitement est très efficace pour stopper les poussées et les nouvelles lésions à la résonance magnétique. Mais ça ne semble pas très efficace pour ralentir la progression des formes progressives de la maladie. Alors, compte tenu de la toxicité de la chimiothérapie qui est nécessaire actuellement pour faire la greffe de moelle osseuse, ce n'est pas un traitement approuvé. Maintenant, si on réussit à faire des greffes de moelle osseuse avec une toxicité moindre, peut-être que ça pourrait devenir une option thérapeutique au début de la maladie dans les formes qui sont plus agressives. Maintenant, la différenciation des cellules souches embryonnaires ou induites en oligodendrocytes et en neurones, c'est une idée qui plaît beaucoup à l'esprit et c'est un peu l'idée du Dr. Blakemore en 1977. Mais, comme je disais tantôt, il y a déjà des cellules souches dans le cerveau. Il est possible que les mêmes facteurs qui inhibent la différenciation des cellules souches endogènes inhibent aussi les nouvelles cellules souches. Il y a aussi un risque de formation de tumeurs avec ces cellules souches-là qui sont très primitives. Et finalement, le fait d'utiliser des cellules embryonnaires ou induites soulève des questions éthiques évidentes. Le troisième mécanisme, c'est la stimulation de la régénération de la myéline et des neurones à l'aide de cellules souches mésenchymateuses. C'est actuellement l'approche qu'on considère la plus prometteuse pour la neuroprotection et la réparation. Par contre, la voie d'administration, le nombre de cellules, la fréquence d'administration optimale sont encore indéterminés. L'autre chose, c'est que ça requiert un minimum d'éléments cellulaires viables dans les plaques. Si la plaque est complètement cicatrisée, il n'y a pas de cellules souches, il n'y a pas de fibres nerveuses, il n'y a pas possibilité de développer un tissu neurologique nouveau dans une telle plaque. Des dizaines d'études pilotes sont en cours avec ce type de traitement. Il y en a au moins 2 qui sont terminées et dont les résultats ont été présentés il y a 2 semaines à ECTRIMS. Et ces études-là démontrent que ce traitement-là est tout à fait faisable, tout à fait sécuritaire. Cependant, ce sont des études pilotes. On n'a pas beaucoup de données d'efficacité, mais le peu de données qu'on a semble quand même encourageant. Alors, les cellules souches mésenchymateuses auraient 2 rôles. Attendez, je vais revenir en arrière. Auraient 2 rôles. Un rôle pour protéger le système nerveux à l'aide de libération de facteurs de croissance et un rôle de réparation en stimulant les cellules souches endogènes et en formant aussi de nouveaux vaisseaux. Parce que les nouvelles cellules ont besoin d'un apport sanguin. Donc, toutes sortes de bénéfices qu'on pourrait voir avec ce type de cellules. Mais il n'y a pas seulement des cellules souches pour stimuler la fonction des cellules souches. Il y a aussi des anticorps. Il y a 2 anticorps qui sont actuellement à l'étude dans le but de régénérer la myéline et les neurones
les anticorps anti-LINGO et les anticorps humains IgM22. Une importante découverte pour notre compréhension de la remyélinisation de la sclérose en plaques a été la découverte d'une molécule qui s'appelle le LINGO. Donc, vous allez voir qu'on voit ici en vert. Cette molécule devient très abondante à la surface des neurones et des oligodendrocytes dans une plaque de sclérose en plaques et empêche les précurseurs d'oligodendrocytes de se différencier et de remyéliniser. On connaît de plus en plus les mécanismes par lesquels le LINGO inhibe la régénération axonale et la remyélinisation. Et il est de plus en plus démontré que les anticorps contre le LINGO favorisent la remyélinisation. Alors, ce que vous voyez dans les photos, ce sont 3 modèles animaux de démyélinisation. Alors, à gauche, ce sont les modèles, les animaux qui n'ont pas été traités avec l'anticorps anti-LINGO, tandis qu'à droite, ils ont été traités. Et vous voyez clairement j'imagine que c'est à votre droite, oui, à votre droite, les lamelles de myéline, alors qu'on ne les voit pas du tout à gauche. Un autre exemple, dans un modèle animal, c'est une section de moelle épinière. La myéline est colorée en bleu. Ah, mais mon animation ne fonctionne pas, malheureusement. Bon. En haut, à gauche, on voit un animal normal, avec la myéline normale. Dans celui du milieu, l'animal qui a été traité comme modèle de démyélinisation. Le blanc représente la perte de myéline. Et l'animal, ensuite, est traité avec l'anti-LINGO et on voit la myéline qui apparaît avec, au microscope, l'apparition de myéline en lamelles. L'échec de la remyélinisation de la sclérose en plaques varie d'un individu à l'autre, mais aussi selon le stade de la maladie. Selon une petite étude, la remyélinisation fait défaut un peu, mais pas tant que ça, dans la phase poussée-rémission, et plus dans la phase secondaire progressive. Ici, les chiffres qu'on nous donne, c'est entre 8 et 24 % seulement de remyélinisation. Alors, les études chez l'humain, avec l'anti-LINGO, sont débutées. Puis l'étude de phase 1 est terminée. Les objectifs de l'étude de phase 1 étaient de déterminer l'innocuité et la tolérabilité du BIIB033, qui est le nom scientifique de l'anticorps anti-LINGO, chez des sujets normaux et des sujets atteints de sclérose en plaques, de caractériser la pharmacocinétique et d'estimer la pénétration du produit dans le cerveau en mesurant les niveaux dans le liquide céphalorachidien. Alors, c'était surtout une étude d'innocuité, comme c'est souvent le cas dans les études de phase 1, et ce traitement s'est avéré tout à fait sécuritaire. Si bien que 2 études de phase 2, maintenant en cours avec les anticorps anti-LINGO, une étude de phase 2 dans la névrite optique comme première manifestation de sclérose en plaques, et une étude plus générale chez les gens qui ont la poussée, même s'ils sont en début de phase progressive. On devrait avoir des résultats dans 1 an et demi ou 2 ans. Maintenant, les anticorps humains IgM22 sont des anticorps qui ont été découverts à la clinique Mayo en 2002. Ce sont des anticorps naturels retrouvés chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Lorsqu'injectés dans des modèles animaux de sclérose en plaques chronique, la remyélinisation se fait à 60 % contre seulement 16 % chez les contrôles. Le mécanisme d'action est incertain, mais semble indépendant de l'inflammation, d'où l'intérêt pour ce type de traitement-là dans les formes progressives de sclérose en plaques. Et les études chez l'humain ont débuté. Un traitement expérimental que les patients apprécient particulièrement est le T-Celna, qui est un peu comme un vaccin. Alors, le principe, c'est d'isoler les lymphocytes T réactifs contre la myéline et les réinjecter aux patients dans le but de, premièrement,
constituer une réponse immunitaire chez la personne pour que la personne élimine les mauvais lymphocytes et aussi qu'elle induise la prolifération de lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes T régulateurs qui produisent des substances, des cytokines, des facteurs de croissance qui peuvent aider à la réparation. Donc, le but de ce traitement est double. Premièrement, anti-inflammatoire et deuxièmement, réparateur. Alors, comment ça fonctionne? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est de déterminer le profil d'antigène, c'est-à-dire d'identifier et d'isoler les lymphocytes T agressifs contre la myéline. Ensuite, de les cloner jusqu'à 60 millions de cellules. Ensuite, de les inactiver et de les réinjecter à la personne 5 fois par année sur 2 années. Alors, ça fait à peu près 6 mois que cette étude-là est commencée. On devrait avoir des résultats dans environ 2 ans. Bon, alors avec tout ça, à quoi peut-on s'attendre? Bien, on ne peut pas s'attendre à un seul et même médicament pour tout le monde avec la sclérose en plaques. On peut s'attendre, par contre, à différentes approches, différents traitements selon le type d'inflammation, selon le degré d'inflammation, selon le degré de démyélinisation. Donc, plusieurs approches. C'est ça qu'on peut s'attendre avec notre boule de cristal pour les traitements futurs. Alors, en conclusion, souhaitons le plus rapidement possible prévenir la sclérose en plaques. Sinon, prévenir les poussées avec des médications de plus en plus efficaces et sécuritaires, taillées sur mesure selon le type d'inflammation et selon le profil pharmacogénomique de l'individu. Mais surtout, parce qu'on est rendu là, c'est d'aider le système nerveux central à se réparer, peut-être à l'aide de cellules souches, d'anticorps réparateurs et de vaccins immunologiques. En terminant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui travaillent à la clinique sclérose en plaques Neuro-Rive-Sud, qui travaillent très, très fort, et aussi les gens de la Société SP, surtout Nadine, qui a fait un travail incroyable pour organiser ce symposium. Merci.